Le capitalisme. Le mot capitalisme désigne un système économique et social dont différents auteurs donnent des définitions différentes qui se distinguent par le poids différent qu'elles accordent aux caractéristiques suivantes. La propriété privée des moyens de production, la recherche du profit et de sa justification, la liberté des échanges économiques et de la concurrence économique au sein du marché, on parlera donc d'économie de marché, l'importance du capital, les possibilités de l'échanger, spécialement en bourse, de l'accumuler et de spéculer, et la rémunération du travail par un salaire. Dans une première définition, le capitalisme est entièrement défini par la propriété privée des moyens de production. En effet, celle-ci implique le droit de disposer librement des biens en question et des fruits de leur utilisation, donc de les échanger librement avec d'autres agents. Dans ce régime, les propriétaires de moyens de production peuvent arbitrer de diverses façons entre le souci de servir les consommateurs, la recherche du profit et l'accumulation de capital, faisant ainsi de la recherche du profit monétaire et de l'accumulation de capital des possibilités offertes aux agents, mais pas des éléments de la définition du capitalisme. On considère néanmoins qu'en régime capitaliste, le mobile principal de l'activité économique est la recherche de profit qui trouve sa contrepartie dans le risque. Une deuxième définition d'inspiration marxiste met en avant la recherche du profit, l'accumulation de capital, le salariat et le fait que les travailleurs ne sont pas propriétaires de leurs outils. Contrairement à la première, cette définition admet la possibilité d'un capitalisme d'État, où toutes les ressources et tous les moyens de production seraient la propriété d'un État. Ce régime est alors dénoncé comme le capitalisme en général, puisque les moyens de production sont utilisés dans l'intérêt du groupe au pouvoir, comme le ferait une personne privée, et non dans l'intérêt de la collectivité. Dans les sociétés réelles, les 5 caractéristiques ci-dessus peuvent exister indépendamment les unes des autres et chaque trait peut être plus ou moins prononcé. La propriété des ressources et moyens de production est en fait souvent partagée entre des individus, groupements et des États, donnant naissance à une gamme continue de sociétés d'économie mixte. Par ailleurs, la séparation entre les rôles de détenteurs de capitaux, rémunérés par le profit, et de travailleurs, rémunérés par un salaire, peut être floue dans les cas rares où ces derniers possèdent une part significative des moyens de production, les coopératives. De même, la propriété privée des ressources ou moyens de production peut coexister avec un haut degré d'interventionnisme de la part de l'État. Par exemple, la fixation des prix et des conditions d'échange que condamne théoriquement le libéralisme économique. De telles pratiques peuvent être souhaitées par certains propriétaires privés ou publics de ressources et moyens de production qui y voient un moyen de protéger et augmenter leurs profits en demandant à l'État de les protéger contre la concurrence, éventuellement contre la volonté des consommateurs. L'historique du terme, donc capitalisme et capitaliste, dérivé de capital, a d'abord signifié, en 1753, l'état de la personne qui possède des richesses. Le sens moderne est donné par Richard de Radonvilliers en 1842. Il est repris par Pierre Leroux en 1848, William Thackeray en 1854, premières apparitions en anglais du capitalisme, Pierre-Joseph Proudhon en 1867, Louis-Auguste Blanqui en 1869, parmi d'autres, Karl Marx et Friedrich Engels parlent de formes capitalistes de production, capitalistische Produktionsweise, puis dans le capital de capitaliste, alors que le terme capitalisme n'est employé que 2 fois dans l'ensemble de Le Capital, tome 2, et Théorie sur la plus-value, tome 2. Au début du XXe siècle, le terme est de plus en plus utilisé, comme avec Max Weber dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme en 1904. L'analyse de l'émergence du capitalisme selon Max Weber est maintenant une référence. Le capitaliste, pour des raisons que Weber analyse comme religieuses, renonce à consommer ses biens tout en voyant dans leur quantité un indicateur de conduite de sa vie. Il s'organise donc de façon rationnelle et méthodique dans le seul but de produire. Il accumule et investit ses biens pour en produire de plus en plus, non pas dans un but de consommation future ou de sécurité, mais dans une logique de pure croissance. C'est là et seulement là qu'il apparaît une rupture majeure par rapport au système antérieur qui fonctionnait, à exception des systèmes primitifs, également au moins en partie sur la recherche de profit et l'accumulation de capital. C'est en 1906 que Werner Sombart parle de capitalisme moderne, celui dont il est question ici. Le capitalisme est à l'origine un concept sociologique d'analyse du fonctionnement économique de certaines sociétés. On oppose alors le capitalisme à l'économie primitive, où les échanges sont marginaux et chaque groupe exploite la nature pour son propre compte, à l'économie de potlatch,
où les échanges, même importants, ne visent pas une accumulation de capital, ni parfois même à la consommation, il arrive que les biens soient détruits purement et simplement à l'issue de l'échange, mais à une démonstration symbolique de puissance statutaire. Au communisme, qui désigne d'une manière générale une théorie d'organisation politique, sociale et économique sans classe sociale et sans État, censé bénéficier de la mise en commun des moyens de production et des biens de consommation pour répondre aux besoins de chacun. Au socialisme d'État, où la propriété privée est réduite au minimum et où tout le capital productif est géré collectivement. Toutefois, dans ce contexte économique, on trouve aussi le terme de capitalisme d'État que certains, socialistes ou non, utilisent pour désigner l'économie où l'État est seul et unique propriétaire de capital, ce qui n'est en fait, de leur point de vue, qu'un capitalisme étatisé. On notera par ailleurs que les formes politiques sont rarement pures en pratique, de sorte que le capitalisme coexiste très largement avec les autres systèmes. De nombreux théoriciens préconisent même explicitement des formes mixtes, avec des dosages variés selon le domaine et le but. Le capitalisme est dépendant du système politique et législatif en place. Il nécessite une protection juridique de la propriété privée et des droits de propriété intellectuelle, brevetage, des moyens pour faire respecter cette propriété, justice, police, armée. Il est communément admis qu'un État est nécessaire pour remplir ce rôle, mais dans la réalité, le capitalisme fonctionne très largement, et même essentiellement pour le grand commerce international, sur la base d'un arbitrage privé où l'État n'intervient qu'à titre d'acteur potentiel en dernier ressort, sachant qu'il ne faut pas négliger l'effet économique d'une simple possibilité d'intervention. On notera aussi que les anarcho-capitalistes considèrent que l'État est illégitime et dangereux, et qu'on peut parfaitement s'en passer en s'appuyant sur le droit naturel, sa propre capacité de défense et des organismes privés. Pour eux, le capitalisme apparaît à la fin du XVIIIe siècle, puis est décrit et théorisé par Karl Marx au milieu du XIXe siècle. L'historique et les formes du capitalisme. Les premières formes de capitalisme sont arrivées aux environs du XVIIe siècle en Occident dans la ville de Bruges en Belgique, qui fut aussi avant Anvers le centre boursier mondial comme l'est aujourd'hui Wall Street. Le capitalisme est le produit d'initiatives et d'adaptations successives au cours du temps. Il a pris diverses formes qui, pour la plupart, coexistent encore de nos jours et continuent d'évoluer. Les formes de capitalisme. De nombreux auteurs distinguent plusieurs formes de capitalisme selon la nature des moyens de production qui prédominent ou qui leur semblent prédominer dans une société. Il repère ainsi, selon les circonstances historiques, un capitalisme à base foncière exploitant les rentes constituées par les différences de rendement agricoles, un capitalisme minier interférant avec la politique internationale quand le contrôle des ressources relève du pouvoir politique, un capitalisme industriel exploitant un stock de machines onéreuses concentrées dans des manufactures ou usines. La place accordée aux travailleurs est alors variable. Elle peut se réduire à un rôle d'objet sans plus d'importance qu'un cheval ou qu'un tas de charbon, ou obtenir plus de respect et de considération comme dans le Fordisme. Les critiques du capitalisme ou de certains de ses aspects utilisent également le terme de capitalisme financier à des fins dépréciatives. Ils l'emploient pour critiquer les bourses, les banques ou ceux qu'ils définissent comme des spéculateurs. La mutation des conditions de production fait appel de plus en plus au capital savoir. On parlerait alors de capitalisme cognitif. Michel Albert a en outre proposé dans Capitalisme contre capitalisme en 1991 une distinction qui a remporté un certain succès entre le capitalisme rénant, caractérisé par un poids majeur des banques, détentrices de près de la moitié des actions des sociétés cotées et très influentes sur les autres entreprises, et une influence importante de syndicats puissants, et le capitalisme anglo-saxon, désignant une forme où ce sont les actionnaires individuels souvent regroupés dans des fonds d'investissement ou dont les fonds de pension pour les futurs retraités qui ont l'influence déterminante. Cette typologie a été reprise par exemple par Alberto Alesina dans The Future of Europe, Reform or Decline 2006. Les mécanismes. Dans un régime capitaliste, les biens qui forment le capital appartiennent à des personnes ou des entreprises privées. Les rôles de détenteurs de capitaux, d'apporteurs de travail et d'entrepreneurs y sont dissociés et peuvent être joués par des individus différents, chacun cherchant à satisfaire ses propres objectifs. Si pour l'analyse théorique il est commode d'insister sur cette séparation, en pratique un même individu peut jouer simultanément ou successivement plusieurs de ses rôles, en plus de son rôle de consommateur. Une des caractéristiques essentielles du capitalisme est de fonctionner sur la base de la recherche du profit par le capitalisme. Le profit effectivement réalisé dépend, lui, de la réaction du marché aux offres des entrepreneurs qui mettent en œuvre ce capital.
Dans le régime capitaliste, l'existence et le développement de l'entreprise sont soumis au jugement de ceux qui lui ont apporté leurs capitaux. Ils supportent le risque de l'entreprise sur leurs capitaux et attendent donc une rémunération de ces capitaux supérieure à celle d'une épargne classique. La différence étant une prime de risque, cette pression subie par les producteurs tend à mettre les facteurs de production entre les mains de ceux qui savent en dégager la meilleure rentabilité. Le cas particulier de certaines entreprises. Si en général le profit s'entend comme une maximisation financière pour le capitaliste en tant qu'investisseur, il existe des cas particuliers où le capitaliste cherche une maximisation à un autre titre que celui d'investisseur. D'une certaine façon, il réclame un profit en nature et non en argent. C'est notamment le cas pour les sociétés où l'investissement dans l'entreprise est subsidiaire parce que l'investisseur assume d'autres rôles et que le capital n'est pas complètement séparé des autres éléments de l'entreprise. Les travailleurs indépendants. Un secteur très important dans les pays d'économie de marché sont les travailleurs indépendants. Le détenteur du capital a la particularité d'être à la fois le travailleur unique et le chef d'entreprise. Une variante de cette modalité est la société familiale, dont le capital est entièrement ou majoritairement détenu par un groupe d'individus proches qui tient également les commandes de l'entreprise. Il n'a de compte à rendre à personne en dehors du groupe. Des entreprises importantes, parfois de taille mondiale, sont ainsi en dehors de la bourse sans que toutes soient familiales cependant. Les coopératives mutuelles, associations, GUE et l'économie sociale. Très généralement, les entreprises de l'économie sociale qui regroupent les coopératives, les associations et les mutuelles lient l'obtention du service à une adhésion historiquement souvent mise à une condition de statut de la personne, mais de plus en plus libre. De ce fait, elles ont un capital détenu par les usagers, les mutuelles, associations, coopératives de crédit et de consommation, ou par leurs salariés, coopératives de production et SCIC, et elles ont un capital variable au gré des entrées et sorties de membres. Elles appliquent le principe démocratique, une personne, une voix, pour les prises de décision, mais préfèrent traduire le profit en service, en nature, au profit de leurs adhérents, dans le cas où les bénéficiaires du service ne sont pas les adhérents, mais une population qu'il s'agit d'aider. On peut discuter de savoir s'il s'agit encore d'une forme de capitalisme, car pour prendre l'exemple des assurances ou des mutuelles payantes, le profit engrangé est supérieur à l'aide fournie, car les versements se poursuivent, que l'on rencontre ou non l'accident. Ces entreprises peuvent tenir une place importante dans certains secteurs économiques, par exemple en France, la banque, l'assurance, la santé. Les coopératives agricoles ont même une place dominante dans le négoce et la transformation agricole. Rien n'oblige les adhérents à être des personnes physiques. Ainsi, des personnes morales et notamment des entreprises peuvent également s'associer sous cette forme. Un groupement d'intérêt économique leur permet de coopérer sur certains points non stratégiques ou pour lesquels la concurrence a moins d'avantages que la coopération. Cela leur permet de mettre en place des services communs, cartes bancaires, approvisionnement de magasins, marketing, exportation, recherche, etc. Deux des trois plus grands systèmes français de grande distribution sont construits autour d'un GIE, dont les adhérents sont les magasins distributeurs propriété de capitalistes locaux. Le terme d'économie sociale recouvre des sociétés et groupes très divers. Ce secteur représente environ 10% des emplois en France. Les institutions. Pour des raisons historiques, il existe des groupes particuliers dont les autorités politiques reconnaissent un rôle spécifique, les chambres de commerce par exemple. Cas particulier de l'État. L'État dans les pays capitalistes. L'État dispose d'un domaine privé, correspondant aux propriétés privées d'un individu ordinaire ou d'un groupe privé. Très souvent, la distinction n'est pas bien faite entre ce domaine privé et le domaine public, la partie dont l'État est gestionnaire pour le compte de la collectivité. D'autant que dans certains cas, un même bien peut appartenir en fonction des circonstances au domaine privé de l'État ou au domaine public, et que la gestion des possessions de l'État, public ou privé, est l'occasion de débats aussi bien théoriques que pratiques. Par rapport à son domaine privé, l'État se trouve en théorie dans la même situation qu'un capitaliste ordinaire. Mais c'est en fait rarement le cas. Les impératifs et les méthodes de gestion politique l'emportent très généralement sur les exigences économiques. Par ailleurs, il arrive, dans le cadre d'une économie de marché, que l'État agisse avec une participation capitaliste, mais en recherchant une optimisation politique et non une optimisation économique de sa participation, voire économie mixte et société d'économie mixte. L'État dans les pays communistes. Les communistes qui n'ont pas adhéré aux conceptions et aux pratiques qui ont instauré les régimes du bloc communiste ont, dès la fin du XIXe siècle, désigné par capitalisme d'État le cas où l'État est propriétaire de tout le capital, ou presque. Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, les États soviétiques ayant pratiqué cette économie fonctionnent sous un régime de libéralisme économique avec une privatisation pratiquement totale, en général avec une appropriation par les anciennes élites.
L'impérialisme et le colonialisme. L'impérialisme et le colonialisme ont parfois été présentés comme des formes extrêmes du capitalisme, notamment par Rudolf Hilferding, Capital financier 1910, Rosa Luxembourg, L'accumulation du capital, contribution à l'explication économique de l'impérialisme 1913, ou Lénine, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme 1916. L'existence de pays capitalistes qui ne sont ni ont été impérialistes ni colonialistes, par exemple la Suisse et les pays scandinaves, peut être présentée comme une réfutation de cette thèse. À cela, les grands auteurs marxistes répondent que ces pays sont de fait intégrés à un ensemble économique plus grand, dans lequel il y a une certaine division du travail entre les États. À l'argument inverse, qu'il existe des pays impérialistes qui ne sont pas capitalistes, par exemple la Rome antique ou l'Union soviétique. Les auteurs marxistes répondent qu'ils ne prétendent pas que l'impérialisme est exclusivement capitalisme, mais qu'à un certain stade de développement, le capitalisme est forcément impérialiste, ce qui est fort différent. Une puissance économique et technique, notamment en matière d'armement et de logistique, supérieure est un facteur nécessaire à l'expansion impérialiste et coloniale d'un État. Et de ce point de vue, du fait du capitalisme, les États européens ont été les premiers et les mieux dotés en canons, navires et chemins de fer, conserves et moyens médicaux. Dans l'autre sens, une telle puissance économique peut rechercher des ressources qu'elle ne trouve pas ou plus sur son territoire et le commerce pacifique n'est pas le seul moyen d'y parvenir. On peut remarquer aussi que dans le cas de l'Angleterre victorienne, les échanges avec les colonies, importation des colonies vers la métropole de matières premières, de biens agricoles et textiles, poussant la production en métropole vers des biens plus élaborés, ont été un facteur favorable au développement du capitalisme. En revanche, à l'inverse, pour l'Espagne des XVIe et XVIIe siècles, les richesses tirées d'Amérique du Sud ont plutôt constitué un frein qu'un moteur de développement économique. Enfin, l'habitude prise par les gouvernements de déporter ou de forcer à fuir vers les colonies les criminels, ce qui incluait à leurs yeux des opposants politiques, peut également être mentionné comme facteur politique favorable au capitalisme, bien que d'autres formes de répression sans lien avec les colonies ont pu avoir le même effet. Pour finir, les critiques du capitalisme. Le capitalisme est l'objet de nombreuses controverses. Ces controverses peuvent porter sur l'accumulation du capital en elle-même, sur la propriété du capital, sur le comportement des propriétaires du capital, sur les conséquences humaines, sociales, écologiques et économiques d'un système dont la logique de fonctionnement est la croissance du capital, et sur les catégories même du capitalisme en tant que forme sociale. Le travail en lui-même, la valeur, la marchandise, l'argent, c'est une critique radicale et catégorielle du travail et de la valeur qui n'a plus rien à voir avec l'ensemble des marxismes. Cette critique est portée par l'école de Crésis, par Moïse Poston, Robert Kurz ou Ansem Jap. On trouve sous un régime capitaliste de nombreuses inégalités de revenus, de patrimoine, etc. La pauvreté existe de même que la faim. Certains y voient un scandale spécifique au capitalisme et préconisent d'autres systèmes.